Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture hebdomadaire où je parle des livres en cours de lecture, des livres que j'ai terminés, des livres que je lis lentement ou rapidement, des livres qui également me résistent un peu, bref, cette idée de parler des livres parce que lire fait partie de la vie et que dans la vie, quand on lit, on a envie d'en parler des livres et on ne sait pas toujours à qui, alors je vous en parle à un vous un peu diffus, mais avec cette idée de réfléchir sur la lecture, sur l'acte même de lire, sur l'importance qu'a la lecture dans nos vies et dans le monde actuel. Alors parmi les lectures dont je parle depuis quelque temps, il y en a certaines qui sont restées un peu en plan. J'ai une Pléiade Camus qui m'attend au seuil des lettres à un ami allemand. J'ai un Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand ou les essais de Montaigne que je lis régulièrement mais pas la semaine passée, ou alors une bande dessinée que je montre chaque semaine en disant que je suis pas dans une phase de lecture de bande dessinée, donc je n'ai toujours pas bien avancé dans ce 1629 ou l'effroyable histoire des naufragés du Jakarta. Voilà, donc je commence par dire ce dont je ne parlerai pas, mais rassurez-vous, il y a plusieurs livres qui m'ont occupé cette semaine. Les voici. Voici donc les livres dont je vais parler plus spécifiquement. Alors, un dont je vais aussi peu parler, c'est dans les trois contes de Flaubert, Un cœur simple, que je lis à haute voix. J'ai lu le 2e chapitre dans une vidéo toute récente qui nous fait entrer dans la banalité de la vie de Félicité, dans ce style si particulier de Flaubert qui ressemble, si on creuse un peu, à pas grand-chose d'autre, et de style il sera question dans les autres livres, mais ça je le laisse à sa place, c'est-à-dire dans une autre vidéo spécifique liée à ça. Et donc, il me reste plus que 4 livres pour cette semaine, ce qui est peu pour moi. Certains, je les lis, je continue à les lire. Il y en a un que j'ai lu en entier et qui était urgent de lire, ou en tout cas dont on parle aujourd'hui beaucoup, même si c'est un livre qui a 30 ans, puisqu'il date de 1995, c'est Reconnaître le fascisme de Umberto Eco. Évidemment, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que il semblerait bien qu'il soit de retour, de manière massive et brutale, ce fascisme. Et donc, réfléchir à cette question-là, utiliser les bons termes pour parler du monde quand d'autres disent n'importe quoi et détruisent le langage, eh bien, c'est ce que cherche à faire Umberto Eco. Umberto Eco qui part de son expérience personnelle. Il a vécu son enfance dans le fascisme italien, le fascisme qui a donné son nom à d'autres mouvements ensuite qui lui ressemblaient. Et il a donc un vécu fasciste. Il a le cerveau qui a été formé par le fascisme et déformé peut-être et reformé ensuite dans la fin du fascisme où il est encore enfant, puisqu'il naît en 1932, si je ne me trompe pas, oui. Il naît dans une petite ville du Piémont en 1932. Donc, il ne peut pas participer directement à la construction du fascisme, mais il est formé, il est enfant à cette époque-là. Et il décrit d'ailleurs bien à quel point il est surpris par le fait qu'existent des démocraties, qu'il existe tout d'un coup des partis politiques différents. Il n'y a pas qu'un seul parti, c'est possible que ça existe. Lui croyait, enfant, qu'il y avait un parti politique par pays. Or, tout d'un coup, il lit, c'est vers la fin du livre, on va commencer par la fin, je reviendrai un peu en arrière après, je reviendrai sur les fameux 14 points de Umberto Eco,
qu'aujourd'hui on traque chez des gens comme Trump et compagnie, en se posant la question, est-ce que tous les points sont là ou pas? Et on essaye de cocher les cases. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On peut se poser la question. En lisant ceci, on se rend compte que ça marche quand même pas mal. Mais voilà ce qu'il écrit à la fin. Maintenant que j'ai indiqué les possibles archétypes de lourd fascisme, c'est les fameux 14 points qui forment le fascisme de base, qui n'est pas le fascisme italien, mais quelque chose de plus général, qui fait que derrière le mot fascisme, on peut, au fond, placer d'autres mouvements. Le nazisme est un fascisme, mais il a ses particularités propres, mais il fait partie de la grande famille des fascismes, comme le pouvoir de Franco en Espagne ou d'autres mouvements qui ne sont pas forcément au pouvoir, certains partis politiques, certaines sectes ou certains mouvements sont de l'ordre du fascisme. Et c'est ce qu'il appelle donc lourd fascisme. Permettez-moi de conclure, écrit-il. Le matin du 27 juillet 1943, donc il a 11 ans, puisqu'il est né en 1932, j'appris que la radio avait annoncé la chute du fascisme et l'arrestation de Mussolini. Ma mère m'envoya acheter le journal. J'allai au kiosque le plus proche. Là, je vis que des journaux, il y en avait beaucoup, mais qu'ils avaient tous des noms différents, vous voyez, ce qui le surprend. À l'heure même où, dans le fameux bureau ovale de la Maison Blanche ou dans la salle de presse du musée, non, ça deviendra peut-être bientôt un musée, de la Maison Blanche, vous avez certains journaux qui sont exclus, interdits. On voit bien que là, il y a quelque chose qui se rapproche de ce qui se passait en Italie. On n'est pas à ce point-là, pas encore peut-être. Espérons qu'on n'y sera jamais. Là, je vis des journaux, il y en avait beaucoup, mais qu'ils avaient tous des noms différents. En outre, après un bref coup d'œil au titre, je m'aperçus que chacun disait des choses différentes. J'en achetai un, au hasard, et je lus un message publié en première page, signé par 5 ou 6 partis politiques. La démocratie chrétienne, le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti d'action, le Parti libéral. Jusqu'alors, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul parti par pays, et qu'en Italie c'était le Parti national fasciste. Je découvrais que dans mon pays, il pouvait y avoir différents partis en même temps. Plus encore, comme j'étais un petit garçon éveillé, je me dis que tant de partis n'avaient pu naître du jour au lendemain. Je compris qu'ils existaient déjà sous forme d'organisation clandestine. Le message célébrait la fin de la dictature et le retour de la liberté. Liberté de parole, de presse, d'association politique. Ces mots, liberté, dictature, mon Dieu, je les lisais pour la première fois de ma vie. Le propre même des gens qui vivent sous les dictatures, c'est qu'ils ne savent pas que c'est une dictature. Qu'on ne leur dit pas « nous sommes une dictature ». C'est parce que on a connu la démocratie avant qu'on conteste la dictature. Lui n'a connu que la dictature, enfant. Grâce à ces nouveaux mots, liberté, dictature, je renaissais, oui, c'est très important ce terme-là, comme si la libération, la mort de Mussolini et le retour à une démocratie en Italie, je renaissais en tant qu'homme libre occidental. Et il termine la dernière page, ou l'avant-dernière page, après il termine par la poésie, et ça, c'est essentiel. Nous devons veiller à ce que le sens de ce mot, liberté, et de ces mots plutôt ici, liberté et dictature, ne soit pas oublié de nouveau. Et on voit bien qu'on en est là, on en est dans l'oubli du sens de la démocratie aujourd'hui. Ça, c'est une menace qui est terrible. Lourd fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil,
Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du monde pour dire « Je veux rouvrir Auschwitz, je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Lourd fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Notre devoir est de le démasquer, de montrer du doigt chacune de ces nouvelles formes, chaque jour, dans chaque partie du monde. Je laisse une nouvelle fois la parole à Roosevelt. J'ose dire que si la démocratie américaine cessait de progresser comme une force vive, cherchant jour et nuit par des moyens pacifiques à améliorer la condition de nos citoyens, la force du fascisme s'accroîtra dans notre pays. Donc, aux États-Unis. 4 novembre 1938. Liberté et libération sont un devoir qui ne finit jamais. Telle doit être notre devise. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Permettez-moi de terminer par une poésie de Franco Fortini. Alors je ne vais pas terminer par la poésie de Franco Fortini, ou peut-être que si, tiens, je vais la laisser pour la fin. J'y reviendrai après. Et je reviens en arrière avec donc la réflexion qu'il pousse sur cette idée de fascisme. Qu'est-ce que le fascisme? Il dit bien que c'est devenu ce qu'on appelle en matière de figure de style une synecdoque. Le mot fascisme donc, est une synecdoque, c'est-à-dire la dénomination pars pro toto de mouvements totalitaires différents. Une partie pour le tout. Inutile de répondre que le fascisme contenait en soi tous les éléments des totalitarismes successifs, qu'il était une manière de quintessence. Au contraire, la quintessence, le fascisme n'en possédait aucune, et même pas une simple essence. Le fascisme était un totalitarisme fuzzy, c'est-à-dire, d'après une note de l'auteur, flou, confus, imprécis, voilé. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique. C'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Et on voit les contradictions à l'œuvre encore aujourd'hui. Peut-on concevoir un mouvement totalitaire qui réunisse la monarchie et la révolution, l'armée royale et la milice personnelle de Mussolini, les privilèges accordés à l'Église et une éducation étatique exaltant la violence, etc., etc., etc. Donc, il y a dans le fascisme quelque chose de mouvant et quelque chose de flou. Quelles sont les idées précises du fascisme? Difficile à dire. Ce qui, pourtant, nous fait reconnaître le fascisme, c'est plusieurs notions, c'est 14 points qu'il développe à la fin de ce qui était au départ une conférence. Première caractéristique, le culte de la tradition. Revenir à ce qui est notre identité, diraient certains. Culte de la tradition. Le refus du modernisme, qui n'est pas le refus de la technologie. Les fascistes, comme les nazis, adoraient la technologie. Et on voit aujourd'hui que les adorateurs de la technologie deviennent fascistes. Tandis qu'en général, les penseurs traditionalistes la refusent, la tenant pour la négation des valeurs spirituelles traditionnelles. Toutefois, bien que le nazisme ait été fier de ses succès industriels, ses louanges de la modernité n'étaient que l'aspect superficiel d'une idéologie fondée sur le sang et la terre. Blut und Boden. Le refus du monde moderne était camouflé sous la condamnation du mode de vie capitaliste, mais il recouvrait surtout le rejet de l'esprit de 1789 et de 1776, bien sûr, le siècle des Lumières, l'âge de la raison, conçu comme le début de la dépravation moderne. En ce sens, lourd-fascisme peut être défini comme un irrationalisme. Et là, l'irrationnel, aujourd'hui, c'est évident, ça saute aux yeux, l'attaque contre les Lumières.
et contre la science est massive. Puis l'irrationalisme dépend aussi du culte de l'action pour l'action. Il faut agir sans réfléchir. Promulguer 250 décrets dès qu'on arrive et qu'on est élu président, par exemple. Puis ça continue avec, comme point 4, le désaccord et trahison. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont des traîtres. La peur de la différence, tellement massive encore aujourd'hui. L'appel aux classes moyennes frustrées. Comment les fascistes prospèrent-ils? Justement, en s'appuyant sur les classes moyennes qui sont frustrées et défavorisées par une crise économique ou une humiliation politique, épouvantées par la pression de groupes sociaux inférieurs. Les fascistes s'attaquent à ceux qui sont en dessous, pas à ceux qui sont en dessus. La classe moyenne frustrée, pour ne plus l'être, elle va taper sur plus bas. C'est plus facile que de taper sur ceux qui sont en fait la cause de leur frustration. Ça, c'était le point 6. Le point 7, c'est nationalisme, évidemment, avec comme corollaire l'obsession du complot, si possible international. Et à l'époque, et parfois encore aujourd'hui, le complot juif. Et puis, point 8, on a les ennemis sont à la fois trop forts et trop faibles. Mais on est dans une rhétorique guerrière d'ennemis. L'ennemi est partout, mais nous sommes plus forts que lui et nous allons le battre. Et en fait, généralement, les fascistes perdent. Le pacifisme est une collusion avec l'ennemi. Le pacifisme est mauvais car la vie est une guerre permanente. Mais il y aura un jour une solution qui mettra fin à la guerre, solution que Umberto Eco appelle solution finale, évidemment, expression de sinistre mémoire. Et puis il y a le mépris pour les faibles aussi, les migrants par exemple, une sorte d'élitisme, mais d'élitisme populaire. Et puis chacun est éduqué pour devenir un héros, avec un culte de la mort. Autre chose, le point 12, là aussi aujourd'hui massif, le machisme. Puisque la guerre permanente et l'héroïsme sont des jeux difficiles à jouer, lourd fasciste transfère sa volonté de puissance sur des questions sexuelles. Là est l'origine du machisme, impliquant le mépris pour les femmes et la condamnation intolérante de mœurs sexuelles non conformistes, de la chasteté à l'homosexualité, en passant aujourd'hui par les trans, etc. Puisque le sexe aussi est un jeu difficile à jouer, le héros urfasciste joue avec les armes, véritable ersatz phallique. Ces jeux guerriers proviennent d'une invidia penis permanente, c'est-à-dire que il y a une sorte de frustration masculine qui se libère et qui libère des idées machistes. Et aujourd'hui, les mouvements masculinistes et tout ça sont effectivement proches du fascisme. L'urfascisme, point 13, se fonde sur un populisme qualitatif. Dans une démocratie, les citoyens jouissent de droits individuels, mais l'ensemble des citoyens n'est doté d'un poids politique que du point de vue quantitatif. On suit les décisions de la majorité. Pour l'urfascisme, les individus en tant que tels n'ont pas de droits, et le peuple, entre guillemets, est conçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune. Volonté commune qui généralement est exprimée par le chef. Ce qu'il dit, c'est la volonté commune, même si on ne va pas demander aux gens quelle est véritablement leur volonté. Et puis dernier point, l'urfascisme parle la novlangue. Il a son langage à lui.
on invente un langage, les mots en cours n'ont plus le même sens et de nouveaux mots apparaissent pour les remplacer. Voilà donc comment reconnaître le fascisme selon Umberto Eco. Et les échos, justement, sont nombreux entre ce fascisme d'il y a un siècle et celui dont, de toute évidence, on voit la renaissance aujourd'hui. Et une fois qu'on l'a reconnu, il s'agit de résister. Alors, je n'ai pas lu que des livres sur le fascisme et sur la résistance au fascisme. J'ai lu des livres de littérature plus fictionnels, la fiction permettant parfois d'imaginer ce que serait un autre monde. Et c'est notamment ce que montre Jean Egland dans La forêt, un livre qui est un roman qui date plus ou moins de la même époque que le livre d'Umberto Eco, puisque Umberto Eco c'est 1995, ici on est en 1996 pour la première version de ce livre-là. Dans La forêt, de quoi s'agit-il? C'est donc un roman, alors je suis à peu près au milieu de cette lecture-là, c'est un roman qui se passe en Californie, mais dans une Californie où, au fond, tout se serait effondré. On ne sait pas trop pourquoi, pour des raisons politiques, climatiques. On ne sait pas, mais on a une famille qui vivait dans une forêt, loin de la ville, et qui se retrouve isolée. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de moyens de transport, il n'y a plus d'essence. Donc, une famille se retrouve isolée. Et quand je dis une famille, petit à petit, cette famille, elle devient de plus en plus petite parce que la mère meurt, puis le père, et il reste les deux filles, deux adolescentes, qui se retrouvent isolées au milieu de la forêt. L'une d'entre elles aime la danse. Je suis allé voir d'ailleurs cette semaine un spectacle de danse et les échos là encore étaient nombreux. Et l'autre, celle qui est la narratrice, celle dont on lit quelque chose qui ressemble à son journal, nous raconte cette vie sans les parents déjà. Les deux orphelines se retrouvent toutes seules et sans ce qui nous paraît nécessaire, sans l'électricité, sans l'essence, isolées, sans savoir ce qui se passe ailleurs. On se rend une fois à la ville parce qu'on a retrouvé un peu d'essence pour y découvrir une ville complètement saccagée. On va dans un grand magasin, il n'y a quasiment plus rien. On essaye quand même d'y trouver des denrées pour survivre. Et puis on se retrouve dans cette forêt où il s'agit de vivre de manière simple, en économisant l'eau par exemple, ou tout ce qu'on a comme nourriture, il ne faut pas trop gaspiller. Quand on redécouvre un bidon d'essence, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'utilise tout de suite pour écouter de la musique, pour pouvoir danser? C'est ce que l'une des deux veut faire, l'une des deux filles. Elle veut danser, elle passe son temps à danser sans musique. Et tout d'un coup, il y aurait la possibilité de brancher un appareil et de faire en sorte que la musique, on puisse l'entendre. Mais l'autre lui dit, mais c'est peut-être gaspiller cette précieuse essence que d'écouter de la musique et de danser sur la musique. Alors elle lui trouve un métronome, mais évidemment, c'est un substitut de musique assez faible. Et donc c'est extrêmement difficile. Il y a des passages très durs. Il y a la mort du père d'un accident avec une tronçonneuse. Dans la forêt déjà, au moment où il n'y a plus d'électricité. Et donc, au fond, ce livre-là
nous permet d'imaginer ce que notre monde pourrait devenir si nous continuons à le détruire ainsi. À l'imaginer concrètement. Et s'il n'y avait plus d'électricité? Et si il n'y avait plus d'essence? Et si tout s'effondrait? Alors évidemment, ces idées d'effondrement sont légion dans la littérature, mais elles restent aujourd'hui extrêmement intéressantes à lire parce que justement, cette possibilité, elle devient de plus en plus probable. Et donc, peut-être faut-il se préparer non pas à aller vivre dans la forêt, mais à ce qui arrive à ces filles, à Ellie, à Eva, nous arrive peut-être aussi. Alors j'en reparlerai de Dans la forêt de Jean Eklund, et sans doute je vais aller voir ses livres plus récents aussi dans les prochaines versions de ce journal, parce que j'ai encore 2 livres dont j'aimerais parler. Alors vivre loin de tout, vivre loin du monde, c'est ce que cherche aussi le Obermann de Senancour, un livre assez étrange, alors très daté aujourd'hui puisqu'il date du début du XVIIIe siècle, et a un côté philosophe des Lumières attardé, en retard sur son temps et romantique en avance, on est quelque part entre deux. Et il y a donc des lettres, alors des lettres souvent très, très théoriques, en tout cas dans la partie centrale du livre, là, que j'ai trouvé assez ennuyeuse, et puis au début, et puis dans la partie où j'en suis maintenant, là j'en suis à la lettre 50, non, 60 même, 62, où il se retrouve à nouveau dans les territoires qui sont les miens, c'est-à-dire il se retrouve en Suisse, et il parle des personnages, il parle d'une sorte de vie qui a l'air de l'attirer énormément, même si il y a une sorte d'ennui profond qui demeure, qui n'arrive pas à mettre de côté, d'autant plus que les années passent. L'enthousiasme de la jeunesse, qui n'était peut-être déjà pas un enthousiasme total, baisse, il revient sur les terres qu'il a aimées quand il était jeune, des années après, et il se retrouve déçu. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est pittoresque et qui lui plaît. Il se retrouve par exemple à Fribourg. Fribourg, c'est juste à côté d'où je suis, donc évidemment ça m'intéresse. Il quitte Lyon pour Fribourg. On aura un autre auteur juste après qui, je crois, quitte aussi la région lyonnaise, mais pour Paris. Fribourg, 25 mars. La 8e année de ce récit. Vous trouvez que ce n'était pas la peine de quitter sitôt Lyon pour m'arrêter dans une ville. Je vous envoie pour réponse une vue de Fribourg. Quoiqu'elle ne soit pas exacte et que l'artiste ait jugé à propos de composer au lieu de copier fidèlement, vous y verrez du moins que je suis au milieu des rocs. Être à Fribourg, c'est aussi être à la campagne. La ville est dans les rochers et sur les rochers. Presque toutes ces rues ont une pente rapide, mais malgré cette situation incommode, elle est mieux bâtie que la plupart des petites villes de France. Dans les environs et aux portes même de la ville, il y a plusieurs sites pittoresques et un peu sauvages. L'Ermitage, dit la Madeleine, ne mérite pas sa célébrité. Il est occupé par une espèce de fou qui est devenu à moitié saint, ne trouvant plus d'autres sottises à faire. Là, il y a une ironie de quelqu'un qui est très influencé par les Lumières, justement, et par rapport à la religion, il est très, très sceptique. Cet homme n'a jamais eu l'esprit de son état. Dans le gouvernement, il ne fut pas magistrat, et dans l'ermitage, il ne fut pas ermite. Il portait le cilice sous l'habit d'officier et le pantalon de hussard,
sous la robe du désert. Le roc a été bien choisi par le fondateur, il est sec et dans une bonne exposition. La persévérance des deux hommes qui l'ont percé seuls est sûrement très remarquable. Mais cet ermitage, que tous les curieux visitent, est du nombre des choses qu'il est inutile d'aller voir, et dont on a une idée suffisante quand on en sait les dimensions. Je n'ai rien à vous dire des habitants, parce que je n'ai pas le talent de connaître un peuple pour avoir parlé quelques moments à 2 ou 3 personnes. Il parle effectivement beaucoup plus des paysages, des lieux que des gens. La nature ne m'a point fait voyageur. J'aperçois seulement quelque chose d'antique dans les habitudes. Le vieux caractère ne s'y perd qu'avec lenteur. Les hommes et les lieux ont encore la physionomie helvétique. Les voyageurs y viennent peu, il n'y a point de lac ou de glacier considérable, point de monument. Cependant, ceux qui ne vont que dans la partie occidentale de la Suisse devraient au moins traverser le canton de Fribourg, au pied de ces montagnes. Les terres basses de Genève, de Morges, d'Yverdon, de Nidau et d'Annette ne sont point suisses. Elles ressemblent à celles des autres peuples. Donc Fribourg est quelque chose de typiquement suisse. Alors quoi? Évidemment, il a de la peine à le dire. Et moi-même qui suis de Fribourg, je ne sais pas non plus, mais c'est assez intéressant de lire ceci quand on est du coin. Je vais donc continuer cette lecture. J'avoue qu'à un moment donné, j'avais vraiment de la peine, parce que c'était beaucoup des dissertations, le moment où il n'est pas en Suisse, au fond. Quand il est en France, c'est pas très intéressant, il est dans la région parisienne, mais surtout, il parle pas trop des lieux, il fait des dissertations sur la place des femmes, sur la religion, sur le suicide, qui sont pas très originales. Alors que là, tout d'un coup, il y a du concret qui revient. Et le concret, il est au cœur du dernier livre dont je vais parler aujourd'hui, de quelqu'un qui, disais-je, part de la région lyonnaise, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, peut-être pas de Lyon même, mais de cette région, pour aller cette fois à Paris. Donc il s'agit de Pierre Guyotat, Idiotie, un livre dont j'ai lu un peu moins de pages que Obermann ou Dans la forêt ou Reconnaître le fascisme, que j'ai lu en entier parce que c'est très court, mais Pierre Guyotat, on est dans les années 1900, il est né en 1940 et il a 18 ans, donc on est dans les années 50, fin des années 50, et il découvre Paris, il quitte sa province pour se rendre à Paris et découvrir au fond la vie, découvrir le désir des femmes qui est très important. Il y a beaucoup de descriptions érotisées dans ce livre-là. Il est sur un solex et il observe un couple qui fait l'amour et lui est derrière la vitre et regarde avec une sorte de jalousie peut-être ou d'envie d'aller y voir, mais en même temps de peur peut-être. Et donc on est dans ce moment de découverte ou de naissance du désir, naissance de l'envie de vivre. Et on le retrouve à plusieurs reprises. Justement, entre Lyon et Paris. Jusque-là, rien que tourner autour de Dancing en bord de Saône, en amont de Lyon, de Marne, en amont du confluent avec la Seine, y entrer, m'y tenir au bord de la piste, y regarder le flux et reflux des couples, jamais la même, jamais le même, libre, manuel, apprenti, de chair facile,
Le maniement dans Lyon des cages aux halles, des quais à Paris, de mon Solex, des cartons, ne m'a pas fait la mienne, trop nimbé d'art, raidi de contraintes, de classe, entre guillemets, de l'intérieur trop ancestralisé, la lecture, la vision, l'écoute des passions humaines, divines, exagérées, transfigurées, romans, tragédies, tableaux, sculptures, opéras, oratorios, embrassent mes articulations, pèsent sur ma volonté première. La connaissance du plaisir accompli, solitaire mais peuplé de figures écrites, et de sa suite dépressive obligée, de sa punition, le dégoût de tout texte me retient, et l'ennui d'y perdre du temps pour l'esprit au bord de l'étreinte, et comment y figurer avec honneur, sans une fougue égale à celle des transports des héros amoureux. Donc il y a une vision un peu romantique de l'amour ou de la sexualité. Il est au bord de ceci, est formé dans l'habitude de bander dur et durable aux créatures de mon imagination, tant que je peux les faire parler, les écrire, hein, l'importance de l'écrit. Donc, moi, me faire écrire, leur donner du plaisir et de la dignité par l'art, aurais-je autant d'élan, d'endurance sur du réel, du vivant selon les hommes? À ce moment de ma vie, je ne connais encore que trop peu des choses du monde, humain, conscience, nature, antipode, et l'imagination y supplée, l'acte même d'imaginer plutôt que ces créatures, et par-dessus tout, moi, qui pourtant sais patienter, espérer plutôt que patienter, je ne crois que dans l'inspiration, que dans ce qui se fait d'un coup, sans reprise, décomposer un acte en phase, quand la logique est une lumière, un éblouissement, une danse, un rire, l'accord avec Dieu créateur. Là, il y a quelque chose d'assez puissant aussi dans la phrase de Guyotat. Ça déferle avec des accumulations de termes, et aussi quand il décrit les corps, c'est aussi ça, c'est plein de vie, quoi, et de vie alors frustrée ici, et il y a quelque chose qui n'est pas encore là, et c'est assez parlant, cette frustration qu'on a peut-être aussi exprimée très différemment chez Senancour, et qu'on a aussi avec ces deux jeunes filles dans la forêt au fond, et qu'on a aussi chez Félicité des Trois Contes de Flaubert, cette frustration-là de ne pas vivre pleinement. Elle est exprimée avec force. Alors pour l'instant, j'ai lu à peine 50 pages de ce livre-là, 40 pages, et il y a encore beaucoup à lire. J'ai encore pas trouvé, au fond, le rythme de lecture qui correspond au rythme d'écriture. C'est un style dans lequel il faut entrer. C'est la première fois que je lis du Pierre Guyotat. Alors voilà, je découvre, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'écriture, dans le style. Et il y a une liberté. D'ailleurs, certains de ces livres ont été censurés, non pas par des mouvements fascistes, mais par d'autres. Et justement, je vais revenir à ce que je disais il y a quelques minutes. Reconnaître le fascisme d'Umberto Eco. Pour terminer, j'avais dit que ça se terminait par de la poésie. Alors permettez-moi, avec Umberto Eco, de terminer par une poésie de Franco Fortini. Sur le parapet du pont, les têtes des pendus, dans l'eau de la source, la bave des pendus, sur le pavé du marché, les ongles des fusillés, sur l'herbe séchée du pré, les dents des fusillés. Mordre l'air, mordre les pierres, notre chair n'est plus celle des hommes. Mordre l'air, mordre les pierres, notre cœur n'est plus celui des hommes. Mais nous avons lu dans les yeux des morts, et sur terre, la liberté.
nous la ferons. Mais ils l'auront serrée. Les poings des morts, la justice que nous ferons. Voilà, c'était mon journal de lecture de la semaine. À la semaine prochaine.